Eh bien, bonjour à tous. Donc, nous allons parler d'intelligence artificielle. Mais comment parler d'intelligence artificielle sans parler de mathématiques? Il se trouve que le scope de l'intelligence artificielle est suffisamment large pour cela. Et donc, je passerai en revue les 5 assertions que Annick a déjà citées, donc je vais gagner du temps. L'intelligence artificielle a connu un renouveau au début du XXIe siècle et un essor dans les années 2010 avec les développements en deep learning. Mais l'intelligence artificielle, finalement, peut-on se poser la question de savoir ce qu'est l'intelligence tout court, l'intelligence naturelle? Donc, Howard Gardner présente une définition de 9 types d'intelligence qui est assez simple à comprendre et qui est encore largement utilisée aujourd'hui. Lorsqu'on mesure un QI, finalement, ça correspond à une forme d'intelligence logico-mathématique, un peu linguistique, un petit peu spatiale. Lorsqu'on parle de QE, quotient émotionnel, eh bien, c'est une intelligence intrapersonnelle, interpersonnelle, et de QS, donc un quotient spirituel laïque, ça sera plutôt une intelligence naturaliste existentielle dont sont dépourvues les machines et quelques humains. Le problème dans cette définition, c'est que c'est une représentation d'un modèle, la représentation du fonctionnement d'un organe, et cette représentation est issue elle-même du fonctionnement de ce même organe. C'est en quelque sorte un audit interne et donc potentiellement biaisé. Avec les développements de la neuroscience qui s'appuient sur de l'imagerie temps réel, eh bien, une nouvelle théorie est apparue, celle des strates de Cattell, Horn et Carroll, qui se rapproche finalement un petit peu du fonctionnement d'un ordinateur. On a une capacité en lecture, en écriture, on a de la mémoire de stockage à court terme et à long terme. On a plus récemment le traitement visuel, le traitement auditif. On a bien sûr, et c'est ce qui a toujours fait la force de la machine, la vitesse de réaction, et bien sûr de l'intelligence. Alors, l'intelligence cristallisée correspond à la mise en œuvre des apprentissages passés. C'est finalement un petit peu les savoir-faire, ce que fait très bien la machine. L'intelligence fluide, eh bien, c'est le raisonnement qui se fait à partir d'induction et de déduction. L'induction, c'est inférer des règles générales à partir de l'analyse de cas particuliers. C'est ce que fait parfaitement la machine. La déduction, c'est la manipulation des concepts, ce dont est incapable la machine, un petit peu à la manière des philosophes grecs. Alors, la somme des intelligences, ou plutôt le produit des intelligences individuelles, c'est l'intelligence collective. Nous ne sommes pas tous fabriqués de la même manière et c'est heureux. Par exemple, si je vous montre cette image, certains de vous verront quelqu'un qui joue du saxophone. Quoi d'autre? Le visage de... Alors, il y a un visage de face, donc de femme, et puis un animal. Ah, celui-là, je ne l'ai pas vu. Alors, et le visage d'un bonhomme chelou avec alors, le pointeur, oh yes. Le menton ici, le nez là, l'œil et puis une houppe. Donc vous voyez, on ne voit pas tous la même chose. Ici, à nouveau, vous voyez une grenouille et un cheval. Effectivement, on a la grenouille et le cheval. Et là, je vais vous demander les couleurs que vous voyez. Du vert, quoi d'autre? Du gris, quoi d'autre? Du rose et du blanc. Ouais, il n'y a que 2 couleurs. C'est la même image. Il y en a qui voient du vert, là où il y a du rose, il y en a qui voient du gris. Voilà, ça ne s'explique pas, c'est comme ça. C'est l'intelligence collective. Et puis enfin, quelques mots sur l'intelligence économique, parce qu'effectivement, il faut quand même s'y intéresser. Alors, l'intelligence artificielle est sur le point de dépasser l'humain.
Donc effectivement, on a des technoprophètes, des mouvements de pensée qui l'affirment. Et l'un des plus importants chefs de file, tout au moins surtout emblématique, Stephen Hawking, qui est un scientifique de renommée mondiale, qui a travaillé sur le rayonnement des trous noirs et surtout qui a survécu sur la scène internationale pendant 55 ans, malgré une sclérose latérale dégénérative. Et ceci, en particulier, grâce au développement précoce de l'intelligence artificielle. On peut dire que c'est lui qui a essuyé les plâtres. Et Stephen Hawking, dans une conférence de presse en 2014, nous dit simplement qu'il faut cesser les développements en intelligence artificielle car ils conduiront à la disparition de l'humanité. En 2018, néanmoins, il nuance un peu ses propos en disant qu'il faut quand même davantage se méfier du capitalisme exacerbé qui conduit au chaos politique, social et environnemental, pour le citer, plutôt que des robots. Raymond Kurzweil est un brillant ingénieur en informatique, il travaille chez Google, et c'est le chef de file des transhumalistes. Il serait possible de transférer la conscience de l'humain dans une mémoire d'ordinateur et d'accéder à une forme d'immortalité, puisque en plus on pourrait changer les organes sénescents. Alors Raymond Kurzweil a une conception très personnelle d'une loi générale à laquelle obéit toute forme d'évolution, qu'il s'agit du développement biologique, du perfectionnement des civilisations et de l'amélioration des technologies. Et cette loi est de nature intrinsèquement exponentielle. Après ça, il n'y a rien à dire. Néanmoins, je veux bien qu'il y ait eu un développement exponentiel des dinosaures, mais pourquoi parle-t-on d'eux au passé, aujourd'hui ? Plus sérieusement, lorsqu'on modélise des modèles biologiques, on va utiliser plutôt des sinusoïdes amortis ou des sigmoïdes qui prennent en compte une chose, l'épuisement des ressources. Et c'est quand même important dans la vraie vie, surtout dans un environnement fini. Alors il est certain que si on s'intéresse, bien sûr, uniquement à cette partie de la courbe, on peut avoir l'illusion d'une exponentielle. Alors, quelle est cette IA aujourd'hui, cette intelligence qui va nous dépasser ? Enfin, ou pas. Chacun a sa propre définition de l'intelligence artificielle. Une que je cautionne, c'est l'ensemble des algorithmes permettant à la machine d'apprendre et de prendre des décisions. Et je l'opposerai à la définition du Larousse, qui est l'ensemble de concepts de techniques permettant de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence artificielle. Alors là, on a compris ce qu'est un algorithme, c'est un ensemble de concepts et de techniques. Accessoirement, c'est le nom qu'utilisent les data scientists quand ils sont incapables d'expliquer réellement ce qu'ils font. Dans la définition du Larousse, il y a une chose qui est importante, c'est de simuler l'intelligence humaine. Et c'est effectivement la base de l'intelligence artificielle dite symbolique qui a fait force jusque dans les années 80. Et il s'agissait tout simplement de simuler l'intelligence humaine. C'était le test de Turing. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, on est un petit peu au stade du perroquet. C'est-à-dire qu'il est capable de restituer à bon escient ce qu'il a entendu précédemment. Par exemple, dans un contexte donné, on sonne à la porte et il répondra « Qui c'est ?» Mais c'est une longue histoire. Et l'intelligence artificielle, finalement, aujourd'hui, elle est dite faible, parce que ça reste de l'intelligence, certes, mais faible. L'intelligence artificielle, même faible, aujourd'hui, comprend le machine learning, qui réalise des optimisations à des fins de régression, classification, hiérarchisation, maximisation des gains pour ce qui concerne l'apprentissage par renforcement. Et finalement, la boucle est bouclée. Une maximisation, c'est une optimisation, et ça illustre parfaitement le mode de fonctionnement du machine learning qui fonctionne de manière itérative, et à chaque cycle, il va s'améliorer ou pas. Le deep learning, c'est juste une partie du machine learning, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle connexionniste. Aujourd'hui, 2 intelligences artificielles ont obtenu leur diplôme de médecine. Xiaoyi, c'est donc la version chinoise, a ingurgité 53 livres de médecine. Alors je parle bien de médecine moderne, pas de médecine traditionnelle chinoise. Donc 53 livres de médecine, 400 000 articles et 200 000 cas cliniques.
Et cette intelligence artificielle est capable, dans un contexte donné, contexte clinique donné, de dire que le diagnostic le plus probable est A et que le traitement le plus adapté est B. Donc, c'est un soutien important pour le praticien et surtout, c'est une très belle avancée depuis l'invention de la machine à laver. Les systèmes experts, eux, ont été exclus de l'intelligence artificielle puisque finalement, ils ne font que appliquer des règles qui sont immuables. Il n'y a pas d'apprentissage. Donc, que fait? On va s'intéresser particulièrement au deep learning. Le deep learning fait principalement, alors on va simplifier, des classifications des régressions. Donc, premièrement, quelle différence entre une régression et une classification? Alors, je sais, j'avais dit pas de maths, mais vous allez voir, c'est pas dur et puis c'est important pour la suite. Une régression, bah, c'est tout simplement essayer de fitter, d'appliquer un modèle mathématique, en l'occurrence là une droite y est égale à x plus b, pour décrire la distribution de points. Là, il s'agit d'un modèle qu'on appellera supervisé, puisqu'on connaît la donnée entrante et la donnée sortante pour chaque point. Et lorsqu'on fera une prédiction, on disposera de la donnée entrante ici, on reviendra sur la droite et on aura notre prédiction. Pour la classification, eh bien, c'est presque la même chose. On va tracer une droite de la même manière, mais là, chaque point dispose en plus d'un attribut, un label, ce qu'on appelle une valeur cible, et c'est ce qu'on veut prédire en général avec les algorithmes. Donc là, il s'agit tout simplement de séparer les points verts des points jaunes avec une droite. Donc prenons un nuage de points auquel bien, on va donner des attributs. Par exemple, on aurait bien, en abscisse, je ne sais pas, le taux de créatinine, en ordonnée l'âge du capitaine ou plutôt l'âge du chat, ça sera plus simple. Et puis en bleu, on va avoir les chats insuffisants rénaux et en rouge, les chats normaux. Et là, le but, c'est de partager les deux populations. Donc soit on peut faire ça avec une couche de neurones, pour un réseau de neurones classique. Donc une couche qu'on appelle une couche cachée, qui va être la valeur ajoutée réelle du réseau de neurones, et on obtiendra une droite. De cette manière, on a un modèle de classification qui est relativement médiocre, puisque 4 points rouges et 3 points bleus sont mal classés. Maintenant, si on rajoute une couche, la première couche va tracer une première droite, et connaissant la première droite, la seconde couche va tracer la seconde droite. Et donc, vous voyez que la classification est meilleure, puisqu'il n'y a plus qu'un point rouge qui est mal classé. Et si on ajoute une fonction sigmoïde en sortie de l'intégration C de droite, eh bien, on a une classification parfaite. Alors là, nous sommes en 2 dimensions, mais bien sûr, on peut travailler en 3, 4, 5, 6, 7, etc. etc. Et là, on s'aperçoit que en 3 dimensions, ça commence déjà à venir un petit peu confus pour notre intelligence spatiale. L'intelligence artificielle, le machine learning, est parfaitement à l'aise avec plusieurs centaines de millions de dimensions. C'est pénible. Pardon, je suis désolé, mais je n'arrive pas à enchaîner les diapos. Il n'y a pas une autre zapette avec des piles plus neuve? Donc ça, il s'agit d'un réseau de neurones qui est multiconnecté, donc c'est les premiers réseaux de neurones qui sont classiques. Et on a au milieu donc une couche rouge, une couche orange, qui sont les 2 couches cachées, donc c'est 2 couches à forte valeur ajoutée. Et alors pardon, on en a 3, il y a la jaune aussi, avec une couche bleue en entrée et une couche violette en sortie. Et le deep learning, c'est quand on dispose d'au moins 2 couches. C'est-à-dire quand une couche apprend à partir, merci, de ce qui a été généré par la première couche. Comme on l'a vu pour les 2 droites, la deuxième droite est tracée connaissant la seconde. Donc c'est pour ça que le deep learning, eh bien, on parle d'une représentation hiérarchique non supervisée d'une complexité croissante.
Non supervisé, c'est tout simplement parce que ce qui se passe dans les couches profondes, on ne le maîtrise pas, on ne sait pas ce qui se passe, c'est la boîte noire. Je crois que c'est même pas les piles, c'est encore pire. Sinon, il y a une manivelle ou quelque chose? Ah, ok. Donc, à une architecture de complexité croissante correspond, à des problématiques de complexité croissante correspondent des architectures de complexité croissante. Là, il s'agit d'un réseau de neurones convolutifs de reconnaissance d'images développé par Google en 2014. Et ce réseau contient 22 couches et chaque couche contient 3 sous-couches. Donc là, on va voir bleu, rouge, vert, c'est les 3 sous-couches d'une même couche. Alors après, ça se complique un peu, on a bleu, vert, rouge, c'est les 4 sous-couches d'une même couche. Chaque sous-couche est elle-même composée de, ça peut aller jusqu'à quelques centaines de sous-sous-couches, et chaque sous-sous-couche est capable de réaliser plusieurs centaines de millions d'opérations en parallèle. Aussi perfectionné que soit le dispositif, l'intelligence artificielle se trompe. À droite, par exemple, eh bien, il s'agissait de prédire le prix de vente d'un produit. Ce prix oscille normalement entre 50 centimes et 50 $. Et là, vous voyez qu'à 23 heures, l'algorithme prédit des prix à 700 milliards de dollars. À droite, à gauche, j'ai un problème avec la droite et la gauche. Là, c'est des exemples classiques de confusion un peu cocasse de reconnaissance, des réseaux de reconnaissance d'images. Un peu plus intéressant au milieu, c'est les travaux de chercheurs hollandais qui ont pu synthétiser des images qui sont capables de flouer l'un des réseaux de neurones de reconnaissance d'images le plus performant de la planète. Et ce réseau-là affirme avec 99,99% que ceci est une guitare et que cela est un pingouin. Donc, ce qui manque à l'intelligence artificielle, c'est le bon sens pour dire « oui, mais là, c'est aberrant ». Donc, l'humain est indispensable. Alors, nous avons vu que nous pouvions adresser des problématiques de complexité croissante avec des architectures de complexité croissante. Et là, en l'occurrence, une nouvelle génération de deep learning est arrivée, c'est surtout des réseaux de neurones convolutifs, qui s'appellent les GAN, les Generative Adversarial Network. Le principe, c'est qu'on utilise 2 réseaux de neurones en compétition, d'où adversarial. Il y a un générateur qui va fabriquer des images purement artificielles et un discriminateur qui va tenter de différencier les images réelles des images artificielles. Et les 2 réseaux vont apprendre en simultané. Le générateur va apprendre à faire des images de plus en plus proches de la réalité et le discriminateur va être de plus en plus performant à séparer les images, les distinguer entre les images réelles et les images les images artificielles. Donc là, on crée des réseaux de neurones. Oui, ça ne va certainement pas marcher. Donc il faut comprendre que sur cette architecture-là, par exemple, le petit trapèze qui est présent ici, eh bien, ça correspond... c'est pénible. Donc ça correspond, il y a 3 diapos avant, au réseau de neurones de Google. Donc avec toutes les couches, les sous-couches et les sous-sous-couches, etc., etc. Donc beaucoup de complexité et beaucoup de difficultés pour entraîner ces choses-là, parce que les GAN, ça a un intérêt, c'est vrai, mais rien ne garantit que les 2 réseaux de neurones vont arriver à se mettre d'accord et à trouver un équilibre. C'est toute leur difficulté. Alors, en médecine humaine, où en étant l'utilisation de ces GAN, eh bien, depuis 2018, donc l'année dernière, juillet 2018, on a 104 publications disponibles et la moitié concerne de l'IRM. Alors, ce qu'il faudra retenir des GAN, essentiellement, c'est que les GAN sont capables de créer de la donnée, de créer des images. Et donc, ces images sont synthétiques, elles ne sont plus soumises au consentement du patient. Et
ces images permettent d'augmenter les sets d'apprentissage, donc la taille des données d'apprentissage pour l'intelligence artificielle derrière, et c'est particulièrement intéressant pour les lésions rares. Alors, l'intelligence artificielle menace nos emplois, parce qu'effectivement, si l'intelligence artificielle en est à créer de la donnée pour apprendre, où va-t-on s'arrêter? Alors, si l'on écoute George Hinton, qui a contribué très, très largement au développement du deep learning, eh bien pour lui, il est assez catégorique. On devra arrêter tout simplement de former des radiologues, parce que dans 5-10 ans, ils n'auront plus de boulot. En parallèle, on a un rapport du Sénat qui nous dit le manque de radiologues dans les hôpitaux publics, même en région parisienne, a poussé certains... Alors, oui, je ne souscris pas forcément à la déclaration de George Hinton, hein, qu'on soit bien d'accord, je cite et c'est tout. Je ne juge pas. Mais voilà. Et le Sénat, le manque de radiologues dans les hôpitaux publics, même en région parisienne, a poussé certains établissements à externaliser la lecture des images dans des conditions légalement douteuses à des plateformes situées à l'étranger, notamment en Roumanie, en Pologne, mais aussi en Inde. Donc, de toute façon, l'externalisation de la lecture des radios, des clichés, est déjà faite. La solution qu'apporte le Sénat à cette problématique, eh bien, c'est de diminuer la prescription des examens médicaux en matière d'imagerie. Bon, j'ai entendu les rires, ouais, je pense qu'effectivement, on est loin de la réalité. Et ce qui est très important aussi, c'est que ce rapport, à aucun moment, ne mentionne l'intelligence artificielle. Donc, on peut effectivement se demander si le Sénat est capable d'anticiper. Alors, c'est pas grave, parce que l'intelligence artificielle, même faible, elle est là pour ça. Effectivement, la technologie, où j'en étais, oui, la technologie existe, parce qu'aux États-Unis, le dépistage des cancers du sein en mammographie est réalisé à 70% par des intelligences artificielles dans les hôpitaux et à 85% dans les cliniques privées. Par ailleurs, on a obtenu plusieurs validations cliniques pour la détection précoce des disques intervertébraux endommagés en IRM, pour le dépistage précoce de la rétinopathie diabétique, la détection précoce des mélanomes cutanés. Et récemment, dans le cadre du plan triennal chinois de développement d'une nouvelle forme d'intelligence artificielle, il y a eu un contest, une confrontation entre BioMind, une intelligence artificielle, et deux lecteurs très expérimentés d'IRM pour le diagnostic du gliome et de l'hémangiome. Et the winner is BioMind avec 87% d'efficacité versus 66% pour l'humain. Alors la Chine possède 4 avantages stratégiques dans ce domaine-là. Ils sont nombreux. La donnée médicale n'est pas une donnée personnelle. Ils ont des déserts médicaux extrêmement étendus que le gouvernement veut combler. Et le gouvernement a pour ambition de faire de la Chine le leader mondial en matière d'intelligence artificielle à l'horizon de 2030. Et en Chine, quand le gouvernement décide, le pays s'exécute. Alors, en matière, au niveau vétérinaire, où en est-on ? Eh bien, je vais vous parler d'une expérience qui fait appel à la reconnaissance d'image parce que c'est effectivement le domaine qui est en plein boom aujourd'hui. Cette histoire commence en 2013 avec une étude humaine qui met au point un dispositif de reconnaissance automatique de la douleur à partir des expressions faciales chez l'enfant. Puis, en 2017, une équipe allemande montre qu'il est effectivement aussi possible de grader la douleur à partir des expressions faciales chez le mouton. Et en 2019, donc, une équipe anglaise fait la somme des études précédentes et ils mettent au point un dispositif de reconnaissance automatique de la douleur à partir des expressions faciales chez le mouton. Alors, à plusieurs reprises, les auteurs se rapportent qu'il manque de données, qu'ils ont un déficit de données. Et quand on y regarde de plus près, eh bien, les auteurs ont choisi d'utiliser exactement la même technologie que celle qui a été employée en 2013, à savoir les cascades de Haar. Les cascades de Haar, c'est une technologie qui date des années 2001, qui n'intègre pas du tout les développements du deep learning. Néanmoins, comme tout ce qui est ancien, c'est quelque chose qui est robuste, qui est léger et qui est élégant.
Le gros problème, c'est que ça a quand même des limites. Les cascades de Haar détectent effectivement les expressions faciales, mais de face. Si le mouton est un petit peu de 3/4, ben, il ne détectera pas les expressions faciales. Donc vous comprenez que ça a ses limites. Et aujourd'hui, nous l'avons vu, il y a une manière d'adresser, et je pense que c'est très important dans le milieu vétérinaire, le déficit de données, c'est, en matière d'image, les GAN, les Generative Adversarial Network. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce domaine-là, surtout de la reconnaissance d'image, enfin du traitement de l'image, les technologies évoluent extrêmement rapidement. Les cycles d'évolution sont très rapides et finalement, peut-être que ces cycles d'évolution sont trop rapides par rapport à l'échelle biologique de notre évolution. Si on regarde un cerveau humain et qu'on explore un petit peu cette échelle d'évolution, que se passe-t-il? Donc on va se débarrasser du cortex, tout simplement, qui contient le centre de la planification à long terme, le centre de la conscience, en gros. Et on va descendre sur une couche profonde, en vert ici, une petite couche striée qui est juste au-dessus du cerveau primitif en bleu qui correspond à tous les mouvements involontaires, donc avec le bulbe, le thalamus, le pons, etc., etc. Et cette petite zone verte, le striatum, c'est le centre de l'intégration de la récompense. C'est en quelque sorte le lieu de l'apprentissage par renforcement et c'est ce qui permet la survie des espèces. Cette structure est apparue il y a 300 millions d'années chez la lamproie et continue d'équiper tous les vertébrés qui sortent actuellement. Et cette structure, elle est certes instinctive et rapide, mais elle gère toujours de la même manière la problématique de la raréfication des ressources, à savoir accumuler toujours plus. Et finalement, c'est le centre de la domination et le centre de l'ambition. Et la domination à l'échelle mondiale, ça s'appelle la guerre économique. La guerre économique a été déclarée avec les lois Helms-Burton et Amato-Kennedy, donc qui permettent aux États-Unis d'appliquer leurs propres lois à l'extérieur de leur pays, chez les autres, au nom de la lutte contre la corruption. En 2000, un ex-directeur de la CIA nous dit qu'effectivement, les US siphonnent les données de leurs alliés, mais que c'est pour leur bien. Après les attentats du 11 septembre, effectivement, le phénomène a pris une ampleur considérable puisque ça se faisait plus non plus au nom de la lutte contre la corruption, mais aussi au nom de la lutte contre le terrorisme. Et en 2013, Edward Snowden lance un pavé dans la mare en disant que, oui, mais il y avait seulement 35% des ressources de la NSA, et je ne parle même pas de la CIA et du FBI, qui sont effectivement affectées à la traque du terrorisme et de la corruption. Donc les 65% restants, eh bien, c'est du siphonnage de données à des fins politiques, à des fins économiques, à des fins stratégiques. La réaction de l'Europe, c'est la RGPD. Et cette RGPD est immédiatement mise à terre par le Cloud Act. Aujourd'hui, si vous avez des données sur un serveur américain, si votre serveur est à l'étranger mais géré par une entreprise américaine, si vous faites des transactions en dollars, vos données ne vous appartiennent plus et l'administration américaine est libre de piocher dedans. Et bien sûr, grâce au développement de l'intelligence artificielle, notamment en ce qui concerne l'analyse de texte, l'analyse d'images, l'analyse de sentiments, etc., eh bien, ce processus est complètement industrialisé. Alors, la guerre économique a déjà coûté aux grandes entreprises françaises 13 milliards de dollars en ce qui concerne uniquement les pénalités. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de la perte d'avantages stratégiques liés au siphonnage des données qui a occasionné la mise en examen de ces entreprises. Donc la question se pose de savoir, est-ce que l'Europe, oui, il faut quand même savoir que l'Europe continue d'acheter ses Airbus, donc la France va acheter ses Airbus en dollars.
Et effectivement, on va se poser la question de savoir si l'Europe est prête eh bien, à surfer sur la vague, sur la déferlante, sur la déferlante du développement de l'IA, ou si l'Europe va être submergée. Le problème de l'Europe, c'est que son économie repose essentiellement sur des industries traditionnelles qui sont lourdes, qui sont gérées à la manière de paquebots. Et en matière d'intelligence artificielle, il faut être très rapide. Il faut pouvoir tester des modèles, tester des business models, se tromper, échouer et rebondir. Et finalement, le canoë serait plus adapté que le paquebot. Et le canoë, eh bien, finalement, permet de voyager léger. Et heureusement, aujourd'hui, en matière d'intelligence, il est possible de voyager léger, car la plupart des méthodologies disponibles le sont en open source. Et là, si vous regardez la liste de ceux qui ont la générosité, ou plutôt l'intelligence économique de mettre à disposition ces outils, vous les connaissez. Et l'intelligence artificielle, je terminerai là-dessus, a également un coût humain. Donc ce coût humain, on peut l'anticiper en formant des jeunes aux nouveaux métiers à forte valeur ajoutée liée à l'intelligence artificielle. Et là, vous voyez qu'en France, on n'est carrément pas bon. Le coût humain de l'intelligence artificielle, c'est aussi un coût environnemental, parce qu'on connaît les ressources nécessaires pour faire fonctionner ces serveurs. Et le coût humain, eh bien, c'est le risque que l'humain, avide de résultats rapides, avide de récompenses, donc dirigé par son striatum, eh bien, délègue à la machine des tâches aussi simples que trouver son propre chemin. Aussi, je vous laisse trouver votre propre chemin et je vous propose quelques guides de randonnée pour cet été. Merci de votre attention.